Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis dans un nouveau point lecture et j'ai 6 ou 7 livres. J'ai 6 livres à vous présenter et dedans il y a du bon, il y a même du très bon. Voilà. Je vais d'abord commencer par vous présenter Arachnae, l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet aux éditions Helios de chez Nemos. Donc c'est la version poche en fait des éditions de Nemos. Ce livre me faisait envie depuis très longtemps, mais il me faisait également très peur. J'ai donc proposé à Adeline, qui est une de mes abonnées, qu'on le lise ensemble. En fait, je savais que ça allait plus me booster et j'ai bien fait parce que ça a été une lecture assez difficile, mais en même temps hyper plaisante. C'est super compliqué à expliquer. Je vais avoir beaucoup de mal à vous parler de ce roman. Je vais essayer de faire ce que je peux. On est donc sur l'archipel d'Arachnae, qui est une archipel qui normalement est dirigée par des femmes et par des sorcières, les moires. Sauf que actuellement c'est un prince qui est à la tête du royaume parce que sa sœur, donc qui était l'héritière logique, est morte et lui a légué le trône. Lui devrait léguer le trône à son enfant également. Les moires n'ont plus tellement, enfin les sorcières n'ont plus tellement la place qu'elles devraient avoir. Voilà. À côté de ça, on va suivre. J'essaie de pas vous spoiler, je vérifie ce qu'il y a derrière. Sur cet archipel, on va suivre Théodora. Au début, on la voit dans un orphelinat. Elle va être récupérée par quelqu'un, on sait pas trop qui va lui dire qu'en gros elle a un destin particulier et ils vont l'emmener à l'académie. Donc nous on la retrouve quelques années plus tard dans cette fameuse académie dans laquelle on forme finalement les jeunes filles à devenir soit des maîtres d'armes, soit des tueuses en fait au service d'Arachnae. Théodora est pas très à l'aise dans son rôle de tueuse, enfin bon bref. Le truc c'est qu'en fait elle va se retrouver mêlée à une histoire hyper malsaine. On retrouve depuis quelques temps dans les bas-fonds qu'on appelle le labyrinthe d'Arachnae, on retrouve des cadavres d'enfants, des enfants qui ont été mutilés, violés, enfin des choses, je peux même pas rentrer dans les détails tellement c'est... Parce que Charlotte Bousquet rentre dans les détails, hein, tellement c'est dégueulasse. Elle se retrouve mêlée à cette histoire et elle va commencer à mener l'enquête. À côté de ça, on va avoir tout ce qui peut être complot et manipulation lié à l'espèce de royauté d'Arachnae parce que la femme du prince et le prince, bah voilà, se bidouillent à droite et à gauche, que les moires veulent récupérer aussi du pouvoir, qu'il y en a dans tous les sens. Il y a aussi cette enquête pour savoir, alors oui c'est une cité où le vice est dominant, mais à ce point-là, non, et on veut savoir qui fait ça aux enfants, pourquoi, comment... Ce livre est ultra riche, on va jusqu'à la moitié du roman, on va être dans un truc très glauque parce qu'on parle de maltraitance à enfants, c'est très difficile à lire. On va avoir une scène qui est... Enfin moi elle m'a retourné les boyaux, franchement c'était horrible, vraiment c'était horrible. Et bizarrement, une fois qu'on passe cette scène, le livre prend un tout autre tournant. On est vachement plus dans le côté politique, truc un peu, toujours un peu malsain, mais tu vois, le côté politique et bidouillardise, ça n'existe pas ce mot, mais de l'archipel d'Arachnae, parce que tout le monde veut le pouvoir, il y a d'autres archipels qui veulent essayer de piquer le pouvoir d'Arachnae, enfin, c'est assez... Voilà, on a vraiment ces deux côtés-là, mais ça reste toujours... on sent qu'il y a un fond bien vicelard quand même, et j'ai super envie de lire le tome 2, donc je vais le lire toujours avec Adeline. On va attendre un peu parce qu'elle part en vacances et qu'elle n'a pas envie d'emmener Arachnae en vacances, ce que je comprends. Du coup, on va lire ça ensemble fin septembre, je vais me faire le tome 2, c'est sûr. Ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est de la dark fantasy. Je pense que si vous êtes sensible, vous risquez de ne pas vous y retrouver. Par contre, je pense très sincèrement que les gens qui sont totalement fans de thrillers et de thrillers bien dark vont kiffer ce roman. Parce que oui, il y a de la fantaisie, mais c'est pas non plus hyper compliqué à comprendre. Et c'est quand même mêlé à une ambiance qu'on retrouve dans les thrillers bien noirs en fait. Et je pense que réellement, vous pouvez peut-être y trouver votre compte. Voilà. Effectivement, dans tout ce qui va être dans les autres genres de fantaisie, vous risquez peut-être de ne pas vous retrouver, de pas être totalement dans le truc, mais alors dans ce truc là vous allez kiffer, enfin c'est clair quoi. Moi j'ai adoré la plume de Charlotte Bousquet, elle est incroyable. Comme dans tous ses romans, je trouve que les femmes ont une place très importante et un statut très particulier. Je suis vraiment bluffée qu'elle ait écrit ce roman, surtout quand on connaît ses autres
écrits. C'est très bizarre en fait. J'ai l'impression que c'est un grand écart littéraire assez impressionnant. J'ai très envie de vous recommander ce livre parce que vraiment, il est vraiment bon quoi. Mais en même temps, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas pouvoir lire. Je pense à les plus jeunes qui me suivent. 14, 15, vous oubliez, c'est pas du tout pour vous, vous attendez. Donc, une très bonne lecture, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, en tout cas, si ça vous fait pas peur, je vous le recommande vraiment, parce que c'est vraiment un bon livre. Alors maintenant, si vous êtes dans une période un peu bad, attendez. Voilà, attendez d'être dans une période où ça va, hein, parce que sinon ça va être compliqué, mais c'est vraiment un très bon roman. Dans un tout autre registre, je vais vous parler de L'Ascension de Estelle Wagner. Donc c'est le tome 2 de la saga Kayla Marshall, qui est une saga biclite, donc d'urban fantasy, où on parle de morphes et de polymorphes. J'avais eu vraiment un très beau coup de cœur pour le tome 1, enfin qui était vraiment juste génial. Là j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors je sais pas trop si c'est vraiment lié au roman ou si c'est à cause de moi. Je saurais pas vous dire. En tout cas, voilà, j'ai passé quand même un très bon moment de lecture et arrivé à la moitié du roman, je ne pouvais plus le lâcher tellement j'étais dans l'action, c'était trop bien. On a énormément de réponses, c'est vraiment juste incroyable. Donc pour vous resituer un peu l'histoire, dans le tome 1, on suit une jeune fille, donc Kayla Marshall, qui fait partie d'une meute en fait, dirigée par son grand-père. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Kayla, elle n'est pas comme toutes les autres louves en tout cas, elle n'arrive pas à se transformer en loup en fait. Elle sent sa louve en elle, mais elle n'arrive pas à l'extérioriser. Du coup, elle est vraiment maltraitée dans la meute où elle vit, parce que c'est vraiment considéré comme une tare. Elle va devoir quitter la meute, elle va se retrouver à Nancy, parce que ça se passe en France. Donc elle va se retrouver à Nancy, elle va être hébergée par une autre meute. Un couple qui connaissait sa mère, puisque Kayla connaît pas, enfin sa maman est décédée, elle sait pas qui est son père. Et elle va être hébergée par cette famille et il va s'en suivre plein de choses, elle va apprendre plein de choses sur elle, et là on est dans la suite directe et c'était vachement cool. Je vous dis juste la première centaine de pages, on va dire, où j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais alors après c'était trop bien. On apprend énormément de choses sur la mythologie qu'a créée Estelle Wagner, sur qui est Kayla Marshall, quel est son rôle, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'attends vraiment le tome 3, je sais qu'il n'est pas pour tout de suite, mais franchement j'ai vraiment hâte en fait de le lire. C'est un livre qui se lit tout seul, enfin vraiment, toujours un superbe travail de couve. Voilà, j'ai vraiment adoré, c'était un super moment de lecture. Ça peut être, je pense, le parfait roman pour une entrée dans ce type de lecture un peu urban fantasy, parce que ça reste assez soft et les personnages sont super attachants. Ça se passe en France, donc on peut peut-être plus facilement s'identifier, j'allais dire oui et non, parce que bon, personnellement je me transforme pas en loup la nuit, hein, mais voilà. Mais voilà, c'est vraiment chouette et moi je vous recommande vraiment d'aller vers cette saga qui est vraiment génial. Enfin voilà, alors pas un coup de cœur pour le tome 2, mais j'ai beaucoup aimé. Par contre le tome 1 il était génialissime. J'ai ensuite lu le tome 2 de Mabel Jones. Donc c'est Mabel Jones, c'est La Cité Interdite de Will Mabit aux éditions Nathan. Vous savez que j'ai adoré le tome 1 parce que je trouve ça drôle et frais et trop cool. Et ben je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé le tome 2. Alors moins magique parce que c'est plus une découverte, mais ça reste trop génial. Donc dans le tome 1, je vous rappelle que Mabel Jones s'était retrouvée dans le monde, dans le nouveau monde, mais ça s'écrit pas comme nous on l'entend. Elle avait été entre guillemets kidnappée par des pirates parce qu'elle avait commis l'acte suprême, elle s'était décrottée le nez et avait mangé sa crotte de nez. Et de là, elle avait dû accomplir pas mal de tâches pour pouvoir retourner dans son monde. Là on la retrouve chez elle, dans son monde, sauf qu'il y a une liane étrange qui sort du placard, qui attrape sa petite sœur Maggie, qui est un bébé, et essaye d'attraper Mabel. Mabel elle arrive à s'échapper, sauf qu'elle voit que la liane attrape sa sœur, donc juste c'est pas possible. Elle attrape la liane et elle se retrouve de nouveau dans le nouveau monde, sauf qu'elle retrouve pas sa petite sœur a disparu. Et en fait, c'est une méchante sorcière qui a kidnappé sa petite sœur parce que elle veut récupérer le corps d'une enfant, donc elle veut se servir de Maggie pour attirer Mabel. Donc Mabel Jones se retrouve dans des aventures pas possibles où elle doit se rendre dans une ville, donc la Cité Interdite, qui en fait est New York, dans ce monde-là où tout est détruit.
Et elle va devoir, pareil, vivre plein d'aventures. Et c'était trop cool. On retrouve des personnages du premier tome. On a toujours de très belles illustrations. C'est toujours aussi drôle. Je trouve que le narrateur est bien plus présent dans ce tome-là. Je vous l'ai montré, je crois, sur mes... dans mon vlog. Excusez-moi, je me perds. Mais par exemple... Voilà, là par exemple, il va se passer un truc horrible. Donc... l'auteur nous dit vite fuyez, fuyez et tout. Et ensuite il intervient en disant ah mais bon bah puisque vous avez pas fui, je vous raconte une petite histoire toute mignonne, deux petits lapins, nan, pour pas qu'on vive l'histoire dramatique en fait. Mais c'est vrai qu'il est très très présent, je l'ai trouvé plus dans ce tome 2. Alors peut-être que ça l'était aussi dans le tome 1, mais je l'avais moins ressenti. En tout cas c'est vraiment des histoires que moi j'aime beaucoup. Je pense qu'enfant j'aurais adoré, en tant qu'adulte j'aime toujours autant. Je pense que je suis restée une enfant en fait. Mais voilà, c'est toujours autant de plaisir que je retrouve les aventures de Mabel Jones. Il me reste le tome 3 à lire, mais je crois que la suite n'est pas encore parue, donc ça va être dur après. Voilà, c'est vraiment des romans que j'aime beaucoup. Je sais pas à partir de quel âge eux ils le conseillent. Moi je pense que vous pouvez le lire avec vos enfants à partir de CP-CE1, je pense que ça le fait quoi. Alors ils vont pas le lire tout seul, mais le lire avec eux ça peut être plutôt pas mal. Plus grand, les laisser lire tout seul, mais je trouve ça vraiment génial quoi. On est complètement immergé dans un truc, c'est drôle, c'est... Enfin voilà, moi je rigole vraiment beaucoup en lisant ces livres et je passe toujours un super moment. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille la saga Mabel Jones en jeunesse, très jeunesse d'ailleurs, mais c'est vraiment génial. Toujours en jeunesse, je vais vous parler de L'évasion, donc le tome 4 du Noir et ma couleur d'Olivier Gay. Je vous ai parlé du tome 3 dans le point lecture de la semaine dernière, donc je vais pas vous refaire un résumé. Là on continue à suivre Manon et Alexandre. Là je trouve que Olivier Gay est ultra pervers parce que la scène de fin, elle m'a mis sur les fesses. Je me suis dit non mais tu rigoles là. Voilà, donc j'ai acheté le tome 5 parce que t'es obligé en fait. On en apprend plus sur les mages noirs et ça c'est vachement cool parce qu'on commence à mieux les appréhender. Et c'était vachement bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Manon est toujours fidèle à elle-même, Alexandre est toujours fidèle à lui-même. Je ne sais pas comment ils vont réussir à se dépêtrer du bordel dans lequel ils se sont foutus parce que franchement ça devient un peu compliqué leur histoire. Il y a de plus en plus de créatures cheloues, voilà, c'est vraiment chouette, j'ai passé encore un très bon moment, ça se lit toujours très très vite. Voilà, je vais lire le tome 5 très bientôt et je vous en parlerai quand ce sera fait. Là je vais pas m'attarder dessus parce que je vois pas trop ce que je peux vous dire, c'est un tome 4, ça devient compliqué. Au pire je vous mets en barre d'infos la vidéo de la semaine dernière où je résume, ou sinon allez voir le point lecture de la semaine dernière où je résume l'histoire parce que je vais pas recommencer toutes les semaines. Voilà. Je vais vous parler d'un coup de cœur maintenant, parce que oui il en faut un petit peu quand même. Donc je vais vous parler de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est donc le tome 2 d'Une Bresse sous la cendre. Donc si vous vous souvenez bien, déjà Une Bresse sous la cendre avait été un putain de coup de cœur. Et le tome 2, j'ai mis longtemps à le sortir, hein, mais parce que je voulais attendre, le tome 3 n'est pas encore traduit, je voulais pas me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, donc totalement désespérée parce que je veux la suite. Ce tome est incroyable, mais vraiment, il est incroyable, je me suis éclatée. J'ai été surprise, voilà, je suis passée par tous les sentiments possibles. J'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur, c'était génial. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je sais que c'est chiant parce que tout le monde en parle. Vous êtes plusieurs à me dire que vous essayez de trouver des romans dont on n'entend pas parler partout. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis pareil que vous, j'ai envie de trouver des pépites aussi. Mais parfois, il faut aussi faire confiance et se dire que si on est plein à vous dire que c'est de la bombe, c'est pas parce qu'on est payé pour ça, on s'en fout de ça. C'est pas vrai en plus, ce serait trop bien. Mais non, c'est parce que c'est vraiment bon quoi. Et oh là là, donc c'est de la fantasy young adulte, mais qui est pas trop young adulte, donc c'est pas gênant. L'univers est dingue, les personnages sont dingues, j'adore ce livre. Je vais vous résumer vite fait, hein, parce que sinon je vais tout vous spoiler. On vit dans un monde qui est coupé en deux. On a d'un côté les érudits et on a de l'autre côté les martiaux. Et on a les augures qui sont un peu ceux qui te guident. C'est un peu comme des djinns en fait, ils te guident, ils donnent des prophéties, des choses comme ça. Les martiaux ont le pouvoir parce qu'en fait les martiaux, bah, ce sont eux qui ont les armes, ce sont eux qui sont les plus forts et qui sont au pouvoir. Les érudits sont un peu réduits à l'esclavage. Ouais, ce sont les esclaves en fait, on est au milieu de ces deux peuples. En fait au début du roman de la saga, on va suivre Laïa qui vit avec ses grands-parents et son frère. Ses grands-parents sont soigneurs, enfin son grand-père surtout. Et voilà, elle pense être très proche d'eux jusqu'au moment où des masques, en fait les masques ce sont c'est le best du best de l'armée des martiaux quoi, tu vois, c'est le GIGN quoi. Et il y a un groupe de masques en fait qui va arriver chez eux.
parce qu'il cherche, il cherche le frère de Laia. Ils comprennent pas trop pourquoi, enfin elle comprend pas pourquoi les masques vont tuer ses grands-parents. Son grand frère va entre guillemets se sacrifier pour que Laia puisse s'échapper. Ils vont pas réussir à attraper Laia. Et Laia va apprendre des choses un peu cheloues sur son frère et elle va avoir qu'une idée en tête, trouver la résistance pour aller délivrer son frère qui est dans une prison assez horrible. À côté de ça, on suit Elias qui lui est un martial, il est même le fils de la grande chef, donc c'est vraiment le martial, qui est un masque et qui va se retrouver dans une situation assez compliquée parce que il a beau être un masque, il n'est pas cruel et tous ces trucs là ça l'embête un peu en fait. Sauf que les augures vont en décider autrement et qu'il va être en lice pour devenir le nouvel empereur. Donc il va y avoir des choses à... des étapes à... Je sais plus comment on dit, j'arrive pas à parler les gars. Il va y avoir des étapes à... Enfin des... Il va y avoir différentes étapes pour pouvoir atteindre ce rôle d'empereur. Elias se retrouve là malgré lui parce qu'il a vraiment pas envie de ça. Et vous vous doutez bien que Elias et Laia vont avoir un moment où ils vont se rencontrer. On suit un autre personnage qui s'appelle Hélène, qui est la meilleure amie d'Elias, qui est une gosse de riche en fait, hein, de la haute société, qui elle aussi veut être masque. Alors c'est assez rare que les femmes soient des masques, du coup c'est assez compliqué pour elle aussi, elle se retrouve mêlée à tout ça. Elle est, c'est la meilleure amie d'Elias, mais elle est quand même, on voit, un peu amoureuse de lui, donc c'est une situation qui est pas évidente. Voilà, c'est un roman qui est juste incroyable. Il y a des trucs qui sont durs, il y a des... il est incroyable ce livre, vraiment il est incroyable. Je pense pas que le résumé fasse rêver, mais je peux vous assurer que quand vous le lisez, c'est juste trop de la grosse bombe. Je suis désolée, je suis emmerdée par une mouche. C'est juste de la grosse bombe. Je vous conseille à 3000% cette saga. Je vois pas comment vous pouvez être déçus en fait. Ou si peut-être si vous avez trop d'attentes. Mais sincèrement, un gros kiff de lecture, mais un gros kiff de lecture. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai fini aujourd'hui, donc c'est tout frais. Il s'agit de Clash, le tome 2 de Jake Ronover, donc qui s'appelle Passion coupable. Vous savez, c'est la saga spin-off de Mark Edmen, donc c'est le tome 2. Dans celui-ci, on va suivre Qued Jackson, c'est ça, et Avette, voilà, un nom chelou elle aussi, Avette, voilà. Alors, les personnages, Qued Jackson travaille dans un cabinet d'avocats, je peux pas trop vous dire les liens avec les Mark Edmen parce que je vais vous spoiler, et Avette c'est la fille de Britt. Donc Britt c'est celui qui tient le bar où se retrouvent les Mark Edmen et où en fait qui va prendre un rôle très important, surtout à partir du tome 3, donc du tome de Rome en fait. Donc Britt est un personnage qui devient très très important à partir de ce tome là, et là on suit Avette, sa fille, qui a 23 ans, je sais plus trop, qui fait connerie sur connerie sur connerie. Dans le tome 2, ou non, dans le tome d'Aza, voilà, les Mark Edmen, elle fait plein de conneries. Dans le tome de Clash, on sait qu'elle fait encore des conneries, et du coup là on la retrouve dans une merde pas possible. Elle va avoir besoin de Qued pour l'aider en fait, parce que elle risque la prison. Et voilà, donc elle est paumée, elle fait plein de conneries, en fait elle est dans une autodestruction complètement hallucinante. On va découvrir pourquoi. Et Qued, lui, il vient d'un milieu où voilà, ses parents voulaient vivre en autosuffisance, pour eux on n'avait aucun besoin, si tu veux manger tu chasses, etc. Et lui en fait il a toujours voulu lutter contre ça, ce qui fait qu'il est devenu avocat, et il est surtout devenu très matérialiste. Il faut qu'il ait les plus belles pompes, la plus belle montre, la plus belle bagnole, voilà, il faut qu'il ait tout ce qui claque, parce que voilà, il veut devenir absolument un associé dans le cabinet où il travaille. Il est prêt à tout pour ça, même à défendre des cas mais complètement merdiques. Sauf que quand tous les deux ils vont se rencontrer, déjà ils ont 10 ans d'écart, et puis surtout ils sont tellement différents que pour les deux ça va être une grosse claque, et les deux vont évoluer. J'ai eu beaucoup de mal au début avec Avette parce que je l'aimais pas trop, vraiment je l'aimais pas trop. Au fur et à mesure j'ai appris à mieux la connaître, à plus l'apprécier, et ça a été bien plus agréable à lire. On n'est pas focalisé, enfin on voit leur romance, mais on n'est pas focalisé sur la romance, on va plus être focalisé sur ce qu'a fait Avette, parce qu'Avette s'est vraiment mis dans une merde noire. Elle va être poursuivie par des gars et tout, enfin voilà, il y a un espèce de petit truc policier derrière, je dis bien petit, hein, et on va plus être dans cette histoire là, donc ça j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça se lit vraiment tout seul, c'est un truc de dingue. Voilà, moi au début je vous dis j'ai eu du mal parce que vraiment dans les premiers chapitres on est beaucoup, c'est des alternances de points de vue, hein. Donc dans les premiers chapitres on a beaucoup de narration, et en fait c'est Avette qui nous baratine avec tout ce qu'elle pense, ça me gonflait.
Après c'était Quaid qui nous baраcinait avec tout ce qu'il pensait. Et vraiment au départ j'étais là, ça va les gars, c'est relou, quand est-ce qu'il va se passer un truc. Puis une fois qu'on est dans l'histoire, on est vraiment dans l'histoire, et là après ça passe tout seul, c'est vraiment super cool quoi. Donc voilà, maintenant je peux vraiment vous dire, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai pu lire de Jake Ronover, bon à part la saga Bad, que c'est vraiment ce que j'aime le moins, mais là sinon Clash c'est quand même un niveau en dessous par rapport au Market Men. Le tome 1 était bien mieux, là on nous laisse présager ce qu'il y aura ensuite dans le tome 3. J'ai quand même hâte d'avoir la suite parce qu'à chaque fois on retrouve les personnages. Dans le tome 1 de Clash, on voyait beaucoup Roddy qui est un personnage que moi j'adore. Et là dans celui-ci, on voit beaucoup, oui, on voit Asa et Rom. Et ça j'ai trouvé ça trop cool d'avoir ces liens comme ça quand même avec les Market Men. Donc c'est vraiment cool. Dans ce livre-là, en plus, le personnage de Quaid a un gros tatouage d'aigle et c'est Roule qui lui a fait, donc j'ai trouvé ça vraiment excellent en fait, qu'on ait tous ces liens, toutes ces interférences et tout. Ces interférences, non, c'était pas le mot que je cherchais, mais bon, vous avez compris. C'était vraiment cool. Maintenant, voilà, je suis un poil déçue parce que clairement, c'est vraiment pas le livre que j'ai préféré. Après, ça reste une lecture vraiment sympa, j'aime énormément ce que fait Jake Ronover, donc voilà. Mais je préfère les Market Men, hein. Je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui arrive au level des Market Men, mais bon. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire voilà les dernières lectures que vous avez faites, si vous avez des choses à me conseiller. Je suis toujours preneuse, je prends note de tout ce que vous pouvez me conseiller. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à discuter. Donc j'attends avec impatience de pouvoir vous répondre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous serez toujours là pour la prochaine. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!